Cette semaine, sur le rendez-vous, nous recevons un invité spécial pour vous donner un aperçu de ce qu'est cette personne. Elle est la première femme commissaire, première femme gouverneure. Elle a occupé le poste du ministère de la Population et de la Promotion de la Femme et c'est une figure emblématique de la lutte pour la défense des droits des femmes au Niger. Madame Barry Bibata, bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus sur le rendez-vous. Merci à vous aussi de vous intéresser à nous autres. D'entrée de jeu, j'ai envie de vous demander, mais comment c'est le Niger dans lequel vous avez grandi, vous? Ah, le Niger, il était beau. Lorsque nous, on était jeunes, le Niger était vert. Le Niger, on s'aimait bien. Il y avait encore la solidarité familiale qui jouait. Et on pensait que tout était rose, tout était beau. Et c'est vrai que tout était rose, tout était beau, parce qu'il suffisait simplement de sortir, moi, de mon quartier. Il y avait nos jardins qui étaient à côté. Il y avait tout dans les jardins. C'était vert. Il y avait de l'eau, le Guntiena. Hein? Il suffisait, vous voyez les poissons dans l'eau, il suffisait seulement de prendre le foulard, on attrape de deux côtés, il suffit de faire comme ça, on avait le poisson. N'est-ce pas que c'était beau? C'était beau, c'était magnifique. À l'époque, dans vos récits, vous dites que vous étiez l'une des rares filles qui avait eu la chance d'aller à l'école. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas très courant d'envoyer les filles à l'école. Comment est-ce que cela s'est passé pour que vos parents acceptent de vous amener à l'école? Bon, vous savez, c'était tout naturel. Mon père était lui aussi un maître parce qu'il apprenait quand même le Coran aux autres. Moi, j'étais la seule fille. Il a envoyé tous mes frères et il ne m'a pas empêché, moi, d'aller à l'école. Donc, et il avait dit, j'ai donné la chance à tous mes enfants, y compris les filles. C'était une vision. Il était visionnaire à l'époque. Sinon, il aurait pu dire, bon, elle reste à la maison. Il aurait pu refuser que vous alliez absolument, à l'école, que vous restez à la maison. Absolument. Il ne l'a pas fait. Et après votre parcours, lorsque vous avez intégré l'école, vous avez eu un parcours assez intéressant parce que vous avez intégré le lycée Kassé de Niamey, qui à l'époque était le lycée scientifique, le lycée d'excellence, autant pour moi, des jeunes filles. Tout à fait. À l'époque, comment vous arrivez au Kassé et puis vous arrivez à vous intégrer? Vous savez, comme j'ai dit, avant vraiment, il y avait la solidarité. On a créé ce lycée et c'était des filles qui venaient de toutes les régions du Niger. On a pris l'excellence de toutes les régions qu'on a réunies. Ça s'appelait le lycée des jeunes filles. Donc, on était ensemble le Germain apprenait le Hausa apprenait le Germain. Vraiment, il y avait un brassage et chacune essayait de montrer qu'elle est capable, en tout cas, de représenter dignement sa région. C'était, j'allais dire, la compétition au niveau des études, pas ailleurs. C'était la compétition de l'excellence. Voilà, la compétition de l'excellence. C'était vraiment l'excellence. Moi, je peux avoir 18 parce que l'autre a eu 19. Demain, je ne la jalouse pas, mais j'essaie, moi, d'atteindre son niveau. C'est-à-dire, ce n'était pas un mal. C'était vraiment pour que les choses aillent bien. Voilà, c'était ça l'esprit d'avant. Après cette expérience au lycée d'excellence des jeunes filles de Niamey, vous atterrissez à Dakar pour poursuivre vos études. Je voulais savoir, qu'est-ce qui a motivé ce départ-là sur Dakar? Bon, vous savez, à partir de certaines années, il y avait des problèmes au niveau de l'école nigérienne. Le régime du RDA s'essoufflait. Il y avait beaucoup de tensions et surtout c'était au niveau des élèves. Et à l'époque, ils n'ont pas oublié encore cette affaire de Sawaba. Donc, on attribuait un peu
toutes ces agitations aux enfants des salafistes, donc qui étaient traqués. Et voilà. Et comme nous, nos pères étaient salafistes, voilà, dès qu'il y avait quelque chose, donc moi j'étais au lycée et malheureusement pour moi, on arrivait, c'était en troisième, on devait faire le brevet, et on arrivait en fin d'année, ils ont évacué l'école. Moi je faisais lycée classique, c'est-à-dire latin et autres, et on m'a envoyé au CG où il faisait physique-chimie. Imaginez un peu. Vous avez eu du mal à vous adapter pendant cette période. Est-ce que on peut s'adapter? Et malheureusement, mon professeur de latin voulait bien m'aider, mais j'avais tellement le cœur gros que j'ai refusé l'aide. J'ai préféré aller et j'ai préféré faire ce que Dieu avait décidé pour moi. Et heureusement, j'ai eu mon brevet. Bon, donc avant, il y avait des bourses qui étaient attribuées et j'ai pu avoir une bourse. Ils appellent ça bourse FED, non? FED, hein, pour aller continuer mes études à Dakar, donc la seconde, au lycée de la Fosse, qui est un grand lycée. C'était un lycée technique où il y avait tout. Comment c'était ces lycées-là? Comment aussi vous avez fait pour vous adapter? Parce que d'un environnement à un autre, vous changez carrément de milieu. Ouais. C'est la première fois que vous vous retrouvez sans parents, sans tuteur, abandonné à vous-même. Comment vous avez vécu ces séjours au Sénégal? Vous savez, vous vous imaginez, c'est vrai, c'était la première fois que je sortais du Niger. C'était la première fois que je sortais du cocon familial. Mais comme j'avais le cœur à réussir, parce que j'ai trouvé que c'était injuste ce qui nous avait été fait. Donc je m'étais accrochée à mes études. Je n'ai pas eu de difficulté à m'adapter. J'ai pris une chambre comme tout le monde. Vous vous imaginez, la nuit je ne dormais pas, j'avais peur. Mais progressivement, je m'étais adaptée. Et les études, c'était comment dans ce lycée-là, d'un point de vue intensif? J'imaginais qu'il y avait beaucoup de rigueur et d'intensité. Absolument. C'était un lycée où toutes les semaines, vous avez interrogation dans toutes les matières. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas le temps à autre chose. Vous n'avez le temps que pour les études et vous êtes à niveau. Parce que, imaginez chaque semaine, dans toutes les matières, y compris les matières techniques, vous avez interrogatoire. Donc, c'est le cycle continu. Voilà, donc vous n'avez pas le temps de passer à gauche, à droite. Justement, après cette expérience-là, vous optez pour des études de droit. À l'époque, ce n'était pas courant de voir des femmes en droit. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire des études en droit? Eh bon, j'aimais beaucoup ce que je voyais, surtout les films où on défendait, les films où j'aimais beaucoup. Je lisais la littérature sur le droit et tout. Et comme j'en ai fait là-bas aussi, donc j'ai dit pourquoi ne pas continuer pour voir ce qu'il y a plus en profondeur. Et avant, c'était des orientations parce qu'il y avait des bourses qu'on attribuait pour continuer à l'université. Et c'est d'ici qu'on m'a encore réorienté à Dakar, signe prémonitoire, comme si, absolument, comme si Dieu voulait que je retourne là-bas. Et vous allez continuer, vous allez comprendre la suite. Okay. Voilà, donc je suis retournée à Dakar pour les études universitaires. Et je vous ai dit que c'est là-bas que j'ai rencontré mon époux, docteur Barry Sayo. On s'est mariés, on est venu se marier ici, on est retourné. Après, on est revenu. Nous sommes revenus nous installer au Niger. Ah, vous vous êtes mariés pendant que vous étiez des étudiants? Oui, tout à fait. Moi, je terminais ma maîtrise et lui, je pense qu'il avait fini déjà son doctorat et il faisait des CES, c'est-à-dire les études supérieures qu'ils font dans tel ou tel. Il faisait l'éphrologie. Il avait 3 choses qu'il avait faites après.
Après votre séjour à Dakar, quand vous vous réinstallez au Niger, c'était le régime de Kounché? C'est ça? Oui, oui, tout à fait. Nous autres, quand on nous parle du régime de Kounché, on nous dit que non, c'était un régime de rigueur, ou à l'époque, c'était le patriotisme qui était mis en avant. Vous qui avez vécu ce régime-là, comment était-il Kounché? Moi, je confirme. C'est vrai que Kounché était très rigoureux. Moi, j'étais au ministère de l'Intérieur, et le ministère de l'Intérieur, c'était le ministère de Kounché lui-même, du président Kounché. Il n'y avait pas d'instance. Personne n'osait attendre de faire son travail alors que le travail vous a été confié. Il faut qu'à la minute où il appelle, vous ayez fini. Il n'y avait pas d'instance. Et comme vous dites, vraiment, les gens travaillaient pour le pays. Les gens faisaient attention à toutes choses parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas permissives. Et voilà comment nous, on avait vécu la rigueur de l'administration. Et cette rigueur, bon, vous savez, une fois que vous l'avez acquise, elle continue. Justement, vous savez, quand on fait une lecture de votre carrière, on a l'impression que vous êtes insatiable sur le plan du droit, parce que malgré les études que vous avez faites, vous retournez encore pour faire une formation et devenir la première femme commissaire de police au Niger. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là, d'aller à la police? Oh, vous savez, je n'étais pas faite pour la police. J'avais fait des études de droit judiciaire privé. Et je devais normalement aller pour la magistrature. Je vous ai dit que j'ai rencontré à Dakar, on appelle un étranger, et nous nous sommes mariés. Et je pense que c'est à cause de cela que quand je suis revenue au Niger, on n'a pas voulu que j'aille à la magistrature parce qu'on aurait dit que c'est parce que j'ai épousé un étranger, je n'ai pas le droit d'y aller, d'être magistrat. Voilà comment... Mais pourquoi on aurait dit cela? Je ne sais pas, je ne sais pas. Il y avait beaucoup de préjugés autour d'être marié à un étranger à l'époque. Surtout qu'à la magistrature, quel est le secret qu'il y avait? Et fort curieusement, je me suis retrouvée au ministère de l'Intérieur. Oh, c'est là-bas qu'il y a justement beaucoup de secrets. Oui. Voilà. Donc, quand je suis arrivée, n'ayant pas pu aller faire la magistrature, il y avait à l'époque la BDRN. Donc, j'ai fait le concours, j'étais admise, je devais commencer. J'étais assise devant le directeur quand le ministre de la Justice appelait pour lui dire « Faites attention, cette femme, il ne faut pas la recruter. Elle est... » Oui, elle a été programmée pour le ministère de l'Intérieur. Okay. Le directeur, à l'époque, il m'a dit « Ah, madame, voilà ce qui se passe. » Je lui ai dit « Il n'y a aucun problème. » J'ai dit « Dieu est en avant et Dieu décide. » Je me suis levée, je suis partie. C'est comment le secrétaire général à l'époque du ministère de l'Intérieur avait entendu ce qui s'était passé. Et comme il m'avait connu à Dakar, parce que lui-même, il avait fait son droit à Dakar. Oui. Donc, il dit, mais appelez-moi, il faut qu'elle vienne. Pourquoi elle ne vient pas commencer à travailler? C'est comme ça que je me suis retrouvée au ministère de l'Intérieur. Et donc, j'évoluais, mais j'allais... La Cour suprême était à côté du ministère de l'Intérieur, le CSC. Oui, donc, j'étais très souvent au niveau de la Cour suprême avec le président de la Cour, qui était M. Awami, et on échangeait. Et il fallait choisir, parce qu'après le stage, parce que c'était un stage qu'on faisait d'abord avant que vous ne soyez confirmé. Donc, il fallait aller faire autre chose. Donc, j'avais voulu retourner à la justice. Et entre-temps, on avait nommé une femme ministre qui me connaissait, oui, parce qu'elle était notre proviseure au niveau du lycée des jeunes filles. Bon, parfois, le hasard fait malheureusement les choses. Voilà, exactement. Elle me dit, non, Biba, je sais que tu peux. Il faut aller représenter les femmes au niveau de la police à un haut niveau.
Oui, parce que la police, une femme à la police de surcroît, diriger des hommes à cette époque-là où les mentalités n'avaient pas beaucoup évolué. Je me suis dit que ce n'était pas facile pour vous, cette expérience-là en tant que commissaire. L'expérience n'a pas été du tout facile. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai osé, mais des années après, parce que je me suis dit qu'il y a beaucoup des interlocuteurs qui ne vivent pas, donc le secret est levé. J'ai osé en parler pour montrer aux femmes que les choses ne sont pas faciles, que là où vous allez, il faut montrer que vous avez la passion de la chose, que vous pouvez le faire. Donc, loin de moi de lever des secrets, mais j'étais partagée entre servir de modèle et taire certaines choses. J'ai préféré servir de modèle. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Même si ce choix me provoque des problèmes, je l'ai fait quand même. À l'histoire d'en juger. N'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'il y a une anecdote par rapport à votre expérience à la police que vous voudrez partager avec nous? S'il n'y a qu'une seule anecdote pendant votre séjour en tant que commissaire que vous devrez partager avec nous, ce serait laquelle? Et bon, vous savez, la chose que les gens de Niamey retiennent, c'est quand je me suis mise en tenue pour aller, moi aussi, à Rouba. Vous connaissez Rouba? Rouba, oui. À Rouba, avant, c'était un coin impénétrable. C'était l'ancienne banlieue de Niamey. De Bukoti. C'est aux alentours du marché de Katako. Très bien. Dans le Kori, là, n'est-ce pas, non? À l'époque, les anciens bandits occupaient la zone et il y avait beaucoup d'activités illicites de trafic. Absolument. Donc, j'étais devant. Mes éléments m'ont suivi. Et ici, si vous voyez, au niveau du musée national, maintenant, on a fait une route entre l'hôtel Noum, non? Oui. C'est Noum et le musée. Oui. Mais avant, c'était le coin des bandits là-bas. Et les gens rentraient sous le pont. Je suis rentrée sous le pont qui collectait avec les... Voilà, c'était pour montrer que quand vous voulez servir d'exemple, c'est à vous de prendre le devant. On ne reste pas dans un bureau et dire aux éléments d'aller faire. Vous allez sur le terrain, vous montrez ce qu'il y a lieu de faire. Quand vous encouragez vos éléments, ils vont le faire. Voilà. Les années 90 ont aussi été marquées par la conférence nationale souveraine ainsi que la marche des femmes qui a abouti à la création du 13 mai, la fameuse journée de la célébration des droits des femmes au Niger. Comment vous avez vécu cela? Vous savez, quand je suis revenue de ma formation de Saint-Cyr, je trouvais le Niger en ébullition. C'était, comme vous dites, les préparatifs de la conférence nationale. Et comme déjà, je militais dans les associations, j'ai continué à militer. Et en étant dans la police, j'étais dans le Rassemblement démocratique des femmes du Niger, j'étais dans l'Association des femmes juristes du Niger. C'est des associations que nous avons créées à l'époque pour donner plus de chances de représentativité aux femmes. Nous nous sommes dit, comme les femmes, on ne désigne pas les femmes comme ça. Bien que l'AFN existant, vous avez vu, au préparatif de la conférence nationale, ils avaient oublié les femmes. On s'est dit non, la stratégie, c'est de multiplier les associations féminines. Et comme j'avais le profil de juriste, donc l'association des femmes juristes du Niger, que je suis femme, je peux être membre du RDFN, le Rassemblement démocratique des femmes du Niger, qu'on avait à l'époque créé, avec les Madame Bayard, avec les Aïchatou Foumakoy, avec les Madame Kane, toutes ces femmes qui après se sont retrouvées sur l'échiquier politique. Donc, naturellement, on était en train de... C'était une conférence d'ailleurs qui avait justement sur les droits des femmes. Sur les droits des femmes. Oui, et on était au CCOG. Quand une seule femme qui a été désignée par c'était le docteur Sanda qui avait un parti politique. C'était lui seul qui avait osé désigner une femme au comité préparatoire.
C'est elle qui est venue nous trouver pour dire, mais vous êtes là réunis. Hein? On est en train de vouloir réorganiser le Niger, les femmes. Je suis la seule. On a dit, ah bon, les choses sont parties de là-bas. Donc, branle-bas de combat. Il y avait nos anciennes qui étaient de l'AFN, qui avaient des structures partout dans le Niger. Et il y avait nous qui venons de nous créer, nous moins âgés. Donc on a créé le RDFN. On avait aussi, nous aussi, nos structures. On a mis tout ça en branle. Et un matin, on dit, bon, on a démarché, on a marché sur les affaires étrangères, là, voilà, la salle de conférence où c'est la marche qui a précédé à l'institutionnalisation du 13 mai comme journée de la femme. Très bien, c'est cette marche-là, voilà, qui a fait que on a pu avoir quand même cinq représentations, et c'est cette marche justement qui a abouti, voilà, c'est ça, le 13 mai, on a institutionnalisé Journée nationale de la femme nigérienne. C'était exceptionnel. Moi, j'étais à la police, je suis quand même sortie. Je n'ai même pas demandé de permission. J'ai demandé les porte-voix, on me les a donnés. La hiérarchie a été très compréhensive. Et c'est avec ça, au fur et à mesure que les femmes avançaient, les vendeuses du marché, les femmes qui sont dans les bureaux, au fur et à mesure... Toutes les femmes se sont mobilisées, sans distinction. Sans distinction. Toutes les femmes, c'était exceptionnel. C'était, si vous voulez, excusez-moi du terme, le ras-le-bol des femmes nigériennes. Heureusement qu'ils ont compris, ils en ont fait la journée de la femme. Et si vous regardez dans la sous-région, on est les seuls à avoir notre journée, pas la journée internationale de la femme. Exactement. Et ça, je pense que c'est une victoire pour la femme nigérienne. Une victoire pour la femme nigérienne. Oui, tout à fait. Et puis ça nous permet, nous, de comprendre que les luttes pour les droits des femmes au Niger ne datent pas d'aujourd'hui, qu'elles sont profondément ancrées dans l'histoire démocratique de notre pays. Absolument. Vous avez aussi travaillé avec le feu président Tanja Mamadou. Nous, les gens de notre génération qui sont nés dans les années 90, c'est l'un des présidents qui nous a le plus marqué. Je voulais savoir comment il était le président Tanja, quel genre d'homme était-il, comment il travaillait, d'autant plus que pendant qu'il occupait le pouvoir, vous étiez au ministère de la Population et de la Promotion des droits des femmes. Bon, il était rigoureux. Il était rigoureux. Et c'est que moi, en tout cas, j'ai retenu de lui. Il avait beaucoup de considération pour la femme. Il n'aimait pas voir les femmes souffrir. Alors, c'est ce qui a motivé, si vous voyez, un certain nombre de programmes qu'il avait mis en place. Il aimait beaucoup la population. Il m'avait expliqué à l'époque, il dit que quand il était revenu de formation, on voulait l'amener dans un bureau. Il m'a dit non, lui il était nomade. Et le nomade ne peut pas contenir dans un bureau. Il avait demandé à être méhariste. Vous savez c'est quoi les méharistes? J'ai vu le Mali est en train de revenir sur justement ces méharistes-là. Hein? C'était des militaires qui étaient sur les chameaux, les dromadaires, hein, et qui assuraient justement la sécurité de bout en bout. Okay. Voilà, donc il était méhariste, il a fait le tour du Niger, il connaissait le Niger profond, il connaissait les populations du Niger et il savait comment la souffrance des populations et ce qu'il faut pour les populations. Donc, il a été gouverneur de la région de Tawa. Voilà, donc il connaissait beaucoup. Alors, je pense que sa connaissance sur le terrain, sa connaissance des populations du Niger l'ont aidé à mettre plus en pratique sa politique justement à l'endroit de sa population. Comment vous arrivez à la tête du ministère de la Population? Qui vous a recommandé? C'est le président? Vous avez tapé à l'œil du président Tanja lui-même ou bien comment vous avez vu que ça s'est passé? Bon, écoutez, j'étais quand même, je vous l'ai dit, membre d'un parti politique, à l'époque le MNSD Nassara. Comment j'ai atterri, je ne le sais pas, je ne suis pas dans le secret de Dieu, oui. Mais ce que je sais, quand j'ai été nommé, le président Tanja m'avait reçu
seul d'ailleurs, à son bureau, et il me dit, ah, Madame Barry, vous savez pourquoi vous êtes là? Je lui ai dit, non, je ne suis pas, comme je l'ai dit, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Il me dit, c'est le travail que vous avez abattu. Textuellement, il me l'a dit. Oui. Au niveau de la communauté urbaine de Niamey, la ville de Niamey, ça s'appelait comme ça, communauté urbaine de Niamey. C'est à cause de cela que je vous ai nommé à ce poste-là. Voilà. Voilà comment est-ce que vous arrivez à la tête, du ministère. C'est quoi le moment le plus marquant de votre séjour au ministère de la Population? Ou bien l'une des réalisations qui vous rend particulièrement fier quand vous regardez votre parcours? Bon, vous savez, il y a beaucoup de réalisations, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais c'est principalement l'adoption de la politique genre. Cette adoption n'avait pas été facile. Je me rappelle la première fois que c'est venu en conseil de cabinet, j'avais eu des maux de tête. Voilà, c'est pour dire quoi que quand vous exercez certaines fonctions, les gens pensent que tout est rose, tout non, non, non. Quand vous êtes convaincu de la chose, vous vous mettez ou vous portez la robe de la chose et vous ne pouvez pas dormir tant que ce que vous voudrez bien voir adopté pour les populations, tant que ce n'est pas adopté. Voilà. Donc ça, c'est une la meilleure réalisation, moi je me dis, c'est le programme spécial, c'est-à-dire ce qu'on faisait à l'endroit des populations. À l'endroit des populations. Voilà, moi je me rappelle, je ne faisais pas un mois sans aller sur le terrain. Aller sur le terrain, c'est pour aller d'abord voir comment vivent les populations et leur apporter beaucoup d'aide. Et surtout que le programme spécial, c'est un programme aussi qui a autonomisé les femmes à travers le don de bétail et l'appui aux activités génératrices de revenus. Absolument, c'est de ça que je voulais parler. Oui. Parce que aller sur le terrain, c'est justement rendre les femmes autonomes, leur porter tout ce qu'il faut pour qu'elles puissent elles-mêmes se débrouiller, hein, pour se prendre en charge, aider la famille. Donc, il y a eu beaucoup de plateformes multifonctionnelles qu'on faisait pour que les femmes viennent travailler entre elles d'abord. C'est-à-dire, c'est les prémices, si vous voulez, de l'entrepreneuriat familial et féminin. Oui. Et il y a les vaches laitières, il y avait les vaches laitières, il y avait beaucoup de choses qui permettaient en tout cas à la femme de ne pas rester les bras croisés, comme on dit, de pouvoir elle-même se débrouiller sans attendre que le mari... L'assistance de l'homme. Voilà, sans attendre l'assistance de l'homme. Elles étaient très épanouies et on le sentait. Ça, c'était quelque chose... et vous savez, c'est quoi ce programme spécial? Oui. Voilà. À un moment donné, les prêteurs, les bailleurs de fonds avaient dit, bon, les pays les moins développés, l'argent qu'ils payaient là, c'est-à-dire la dette qu'on remboursait, on leur laissait cette dette-là. C'est-à-dire au lieu de leur verser ça, oui, voilà, on laisse l'argent à l'État. Et c'est à l'État maintenant de voir, voilà, quelle politique développer pour ça. Exactement, et okay, c'était ça. La priorité allait vers la population, le monde rural. Oui. Vous avez été aussi à la tête de la communauté urbaine de Niamey. Vous avez cumulé 2 postes, celui de maire et de préfet, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Pendant votre séjour de là-bas, vous avez décrit une scène de la visite de l'ancien président français Chirac à Niamey, où vous avez eu à parcourir les rues de la ville de Niamey en ce moment. En tout cas, lorsque vous avez décrit ça, ça m'a beaucoup ému. Et je voudrais savoir, et vraiment, est-ce que vous pouvez revenir sur ce souvenir-là du passage de Chirac à Niamey? Bon, vous savez, ce souvenir, je sais que nous sommes en refondation, qu'on ne voudrait pas, mais bon, c'est l'histoire du Niger, on va la raconter. Quand il était venu, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup la foule. Donc, on avait prévu qu'il fasse un bain de foule au niveau de l'Assemblée nationale. Et quand il était venu, il y avait des femmes, les femmes se sont mobilisées, les jeunes, tout le monde était là-bas. Donc, il est venu, on voulait le contenir
pour qu'il n'aille pas. Je lui ai dit, Monsieur le Président, vous voyez toutes ces femmes, elles ne sont venues que pour vous saluer. Il m'a dit, ah bon? Je lui ai dit oui. C'est là qu'il m'a pris la main, comme ça, on était les deux mains comme ça, et on a continué. Il est allé prendre son bain de foule. J'ai retenu sa visite parce que quand il était venu, il avait parlé de deux choses. La première, il avait attiré l'attention du président Tandja sur sa jeunesse. Okay. Il lui a dit avant de partir, je suis très content de cette visite, de l'accueil, mais faites attention à ces jeunes-là. Commencez dès maintenant à penser où les mettre, c'est-à-dire penser à l'avenir de ces enfants. Et la deuxième chose, c'était sur le fleuve Niger. Déjà, le président Tandja avait su que le fleuve s'ensablait. C'était ça, comment ils appellent ça? La récupération des terres. Voilà, il récupérait les terres en amont pour éviter que le sable qui charriait, vous voyez les coris, les affluents du fleuve, amenaient beaucoup de sable dans le fleuve Niger. Alors déjà, il a dit, il faut élaguer, il faut, comment ils ont un terme, désensabler. Il fallait désensabler. Et il avait même, à l'époque, amené un dragueur pour... C'est après le coup d'État que je ne sais pas ce que le dragueur est devenu. Donc, deux choses assez importantes et que nous voyons justement, actuellement. Lorsque nous apprécions, lorsque nous opposons ces faits-là à l'histoire, franchement, on se rend compte que très tôt, il s'était rendu compte que la jeunesse, c'était une priorité pour nous au Niger. Surtout quand on regarde les chiffres de notre démographie quand même. On est une population assez jeune. On est très jeune, une population assez jeune. Une population, on va dire, qui se multiplie beaucoup, très rapidement. Mais loin d'être un handicap, ça peut être un atout pour nous. Mais à condition justement de s'en occuper, de faire travailler les jeunes. Si chaque jeune est conscient du fait que il a un rôle à jouer dans le développement de son pays, moi je me dis que les choses vont aller mieux que ça. Quel a été votre plus gros défi quand vous arrivez à la tête de la communauté urbaine de Niamey? Vous savez, le gros défi, c'est de tenir tête. J'étais entourée que de maires hommes. Ok. Vous étiez la seule femme? J'étais la seule femme. Et de surcroît, la patronne? Exactement. La patronne de 5 arrondissements. Oui, et malheureusement, j'ai eu droit au syndicat des maires. Je vous dis que ça n'a pas été du tout facile. J'ai dû leur dire, bon, écoutez, c'est comme ça. Et ouais, voilà. Et je me rappelle notre dernière interview, enfin notre dernière rencontre, j'ai dit, bon, vous avez fait le syndicat des maires. J'ai dit, mais ça ne profitera à personne d'entre nous. On aurait dû s'entendre pour mieux travailler, malheureusement. Et je pense que c'est dans la semaine qui a suivi que nous avons été tous débarqués. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Oui, bien sûr. Comme quoi, tant qu'il n'y a pas l'entente dans une entité donnée, même au niveau étatique, quand les gens ne se tendent pas la main, quand les gens ne s'accordent pas, ça ne peut pas marcher. Merci. Vous avez été maire, vous avez été préfet, vous avez été ministre, vous avez été commissaire, vous avez été gouverneur. Vous êtes avocat toujours en exercice. Mais je me demande, quand est-ce que vous avez eu le temps d'élever vos enfants? Avec tout ce parcours-là que vous avez eu, à quel moment vous avez eu le temps d'assurer votre rôle de mère et d'épouse? Toutes ces fonctions-là ne m'ont pas empêché d'assurer et mon rôle d'épouse et mon rôle de mère. Mais je veux dire que j'ai eu quand même un homme formidable qui était à mes côtés. Quand je ne suis pas là, lui, il était là pour les enfants. Et je me rappelle, j'ai laissé, le dernier de mes enfants, je l'ai laissé
entre ses mains pour aller faire ma formation à Saint-Cyr. Il était déjà, l'enfant était déjà un bébé. Oui, il avait 7 mois, je pense que, 7 mois. que je l'avais laissé. Alors, vous comprenez. Oui, oui. Mais je dis, hein, avoir de hautes fonctions n'empêche pas de s'occuper de sa famille. Je vous le dis honnêtement. D'abord, aucune bonne n'est rentrée, moi, dans ma chambre pour nettoyer. Jamais. Je le faisais moi-même. Quand je revenais le soir, c'est moi qui faisais à manger. Je mettais sur la table. Ça, c'était un point d'honneur que je le faisais. Et qu'on mangeait tous ensemble, le mari avec les enfants. Et les enfants sont habitués justement à avoir ce repas autour de la table, le repas de leur maman. Et quand on a fait tout ça, parfois, moi, je laissais pour retourner ou à la police ou sur le terrain selon les fonctions. Et mon mari, le papa, prenait la relève. Oui. Voilà, donc c'était une complémentarité telle que, voilà, moi je me dis que c'était... C'est ça le secret. Une complicité. La complémentarité, c'est ça qui vous a permis de... Moi je pense. Donc si c'était à refaire, vous aurez épousé le même homme sans hésiter. Absolument, sans hésiter. Sans hésiter. C'est pour dire seulement à vous autres les hommes, quand vous avez vos épouses et que Dieu leur a donné la chance d'être élevés à un certain niveau, tendez-leur la main, aidez-la. Parce qu'en l'aidant, vous vous aidez vous-même, vous aidez vos enfants, vous aidez le pays. Que la réussite de votre épouse est une réussite pour la nation nigérienne. Exactement. Vous comprenez? Exactement. Voilà. Lui, il n'avait pas pris ombrage de ça. Et d'ailleurs, je me rappelle, il disait fièrement, de toutes les façons, ce n'est pas Biba qui a gagné. Il dit c'est moi parce que c'est mon nom qu'on appelle partout, Bari Bari. Bari Bari, effectivement, effectivement. Voilà. Il est rentré définitivement dans l'histoire sans avoir été l'acteur principal. Merci. Aujourd'hui, vous êtes quand même une figure importante de l'histoire politique du Niger. Vous avez eu la main à la pâte dans presque tous les régimes, sauf celui de Diori peut-être, parce que vous avez peut-être travaillé dans l'administration de tous les régimes, jusqu'aux années récentes où vous avez pris votre retraite pour vous consacrer à votre carrière d'avocate et de militantisme. Qu'est-ce qui vous a poussé à un moment à vous éloigner de la politique et tout ça et de vous reconvertir à votre activité professionnelle? Bon, oui, le régime de Diori, j'étais petite hein, à l'époque, quand il y a eu le coup d'État en 1974, je n'étais qu'en première, donc je n'ai pas suivi. C'est-à-dire, on a vécu, mais sans être acteur de ce régime-là. Mais le régime de Kounché, c'est vrai qu'à partir du régime de Kounché, jusqu'au régime de président Barré, c'est vrai, j'étais dans l'administration. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis partie à la police pour représenter les femmes. Et mon message est passé, parce qu'il y a eu beaucoup d'autres femmes qui se sont intéressées. Donc là, je me suis dit que vraiment mon message est passé. Et puis, j'ai constaté que à l'époque déjà, l'administration commençait à se politiser. C'est-à-dire, tout acte que vous posez, même s'il est positif, on regarde la politique derrière. Ce n'était pas mon intention. Moi, vraiment, je voulais voir évoluer le corps dans lequel je suis, faire en sorte vraiment qu'on compte avec ce corps-là, que nous soyons présents en toutes choses ou en toutes circonstances. J'ai remarqué que ce n'était pas ça. J'ai eu beaucoup de déconvenus pour lesquels j'ai dit, bon, écoutez, il y a une fin en toutes choses. Dès l'instant où mon message est passé, il vaut mieux partir. Et c'est comme ça que je suis partie. Vous avez décidé de quitter les choses avant que les choses ne vous quittent? Voilà, exactement. Donc, je suis venue à mes amours
les amours qui étaient la justice. La justice. Voilà, et déjà j'avais des velléités de défense des autres. Je n'aimais pas, je l'ai dit, hein, depuis toute jeune, je n'aimais pas l'injustice. Et j'ai toujours été du côté du faible. Je voudrais la justice sociale que je voudrais pour moi, je la voudrais aussi pour les autres. Donc c'est ça en fait qui a motivé mon départ. Votre départ. Aujourd'hui, quand vous regardez le contexte actuel dans lequel vous trouvez, le Niger se trouve, à travers la situation politique qui a évolué, plus de 5 coups d'État, la limite des régimes démocratiques, quelle est votre opinion personnelle par rapport au Niger? Bon, vous savez, mon opinion personnelle, moi je me dis, hein, d'abord c'est le ras-le-bol. Je voudrais que mon pays avance. Je voudrais voir toutes les bonnes choses dans ce pays-là. Nous avons été un laboratoire, le Niger. Au moment où le Niger a vécu la cohabitation, elle l'a faite en même temps que la France qui est une démocratie centenaire. Oui. Centenaire. Donc, ça veut dire que nous sommes capables, nous sommes aptes au changement, à certaines choses, mais nous n'arrivons pas à concrétiser. Pourquoi? Parce que nous ne nous entendons pas. Or, tant qu'il n'y a pas l'entente, tant que les gens ne s'accordent pas sur les choses ne peuvent pas évoluer. Combien de coups d'État? On a fait 5 coups d'État. Et à chaque fois, on espère que... C'est vrai qu'il y a eu le 74, il y a eu la rigueur. Après, il y a eu la décrispation. Puis, on a eu 10 ans avec le régime de Tanja qui a vraiment mis les choses sur les rails. Puis après, on retombe encore. Voilà, c'est-à-dire l'éternel recommencement. Et surtout, la particularité de l'actuel coup d'État, c'est que c'est le seul coup d'État qui a abouti à une rupture avec la métropole, avec la France. Voilà, tout à fait. Et puis bon, il y a ça. Et la seconde chose, c'est le coup d'État qui a eu le plus d'engouement, parce que c'est vrai, il faut le dire, les gens étaient, j'allais dire, très confinés. Ali Cheibou a fait sa décrispation. On aurait dû appeler ce régime la décrispation aussi, parce que, oui, tout à fait. Vous savez, l'être humain aspire à la liberté. Quand il n'y a pas de liberté, même si c'est du miel qu'on lui vend, on lui verse tous les jours dans la bouche, ça ne peut pas marcher. Donc, nos gouvernants doivent doser. Merci. Oui, nos gouvernants doivent doser. Vous prenez, voilà la liberté, mais faites en sorte que cette liberté s'accompagne aussi du bien-être du peuple. Et le bien-être du peuple vient de la bonne gouvernance. Mettez les hommes et les femmes au même pied d'égalité, comme on dit, sur le plan social, sur le plan du droit. Celui qui mérite d'être, il faut lui donner, sans considération de son appartenance familiale, de son appartenance ethnique, de son appartenance régionale. Nous sommes tous des Nigériens, logés sur le même piédestal. Maintenant, faisons en sorte que les bienfaits que le pays peut apporter aux populations, que tout le monde en bénéficie. Population de la ville, population de la campagne, fils du pauvre, fils du riche. Mais prenez, moi j'ai l'exemple quand on m'avait dit de faire un exposé sur les droits à l'éducation. Je me suis dit, mais prenez par exemple ceux qui ont été présidents de la République. Hein? Si, par exemple, Mahamadou Issoufou n'avait pas été envoyé à l'école, prise en charge par l'État et tout, il allait être président? Non. Non. Alors, dès l'instant où il est président, il faut qu'il tende la main aussi. À l'école publique.
à l'école publique et aux autres enfants, voilà, les enfants les moins, les moins nantis. C'est la même chose que le président Tanja, c'est la même chose que le président Yorick. Donc, quand vous arrivez à avoir certains postes de responsabilité, dites-vous que Dieu vous a choisi, mais il vous observe. Donc, comme il vous a hissé, vous ne savez pas comment vous êtes arrivé là-bas. Alors faites en sorte d'aider les autres à y arriver aussi. C'est ça, moi, ma vision des choses. Quand je me bats sur des principes. Je ne me bats pas contre des hommes. Non, l'être humain, il passe. Il passe, effectivement. Mais les principes restent. Les faits aussi. Les faits restent, exactement. Je voudrais que, quand aujourd'hui c'est le président Tchani qui est là, qu'on dise qu'au temps de Tchani, le peuple nigérien était très épanoui. Vous comprenez? Comme on l'avait dit qu'au temps du président Tanja, avec son programme spécial, en tout cas, la population était... Oui, on sentait qu'il y avait une redistribution des richesses. Voilà, exactement. C'est le terme qu'il faut. Redistribuer. C'est ça la gouvernance. Pour que les choses marchent bien, il faut poser des actes concrets qu'on puisse... Je prends l'exemple du président Wade. On a dit que Wade a endetté le Sénégal, par exemple, les Sénégalais le disent. Mais c'est visible. Quand vous allez à Dakar, vous voyez les infrastructures. Exactement. Les routes. Voilà, nous qui étions restés là-bas pendant des années, quand nous sommes retournés, nous avons trouvé que le Sénégal a changé. C'est devenu un pays moderne, attractif. Exactement. Et c'est le Burkina à côté. Le Burkina a évolué beaucoup. Au Niger, on n'a pas encore d'échangeurs. On a des espèces de ponts, pas des échangeurs. Je voudrais que mon pays ait des... Exactement. Ce n'est pas contre une personne donnée, pas une... Mais... c'est votre vœu le plus cher. Mon vœu le plus cher, ma fierté, c'est de voir mon pays s'élever au rang des grandes nations. Les jeunes ne nous connaissent certainement pas. Ils ne savent pas comment nous avons évolué. Et je pense que des émissions comme ça leur permettent en tout cas de comprendre l'histoire. Et surtout les grandes figures qui l'ont animée. De faire mieux que nous. Nous voudrions qu'elles fassent mieux que nous, que vous fassiez, vous les jeunes hommes et femmes, mieux que nous. Pour hisser le Niger, c'est ce que dit en tout cas notre devise, fraternité, travail, progrès. C'est-à-dire, ensemble, les filles et les fils du Niger, travaillons pour hisser le Niger. J'espère seulement que cet appel sera entendu et que je ne mourrai pas sans voir cela. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Le parcours de Mme Bibata Bari nous enseigne que derrière les réussites des femmes, très souvent se cachent des époux qui accompagnent, des époux qui soutiennent, mais surtout des sacrifices. Et c'est grâce à ces sacrifices-là qu'on arrive à avoir des modèles qui peuvent diriger une communauté et inspirer une nation. Merci. Bonne réception sur le rendez-vous.